Bonjour à tous, donc Caroline, la cofondatrice de Midlier. Je vais prendre l'habitude de me représenter et je suis ravie de recevoir aujourd'hui donc Sonia Rubino pour parler avec vous équilibre de la flore intime et intestinale, les liens qu'elles ont entre elles qui sont souvent peu connus. Et donc on va parler avec une naturopathe spécialiste du microbiote. Ce qui nous permettra aussi de vous reparler un petit peu de notre nouveauté. Donc je suis ravie de recevoir Sonia Rubino. Voilà, on vient de lancer pour compléter notre gel intime, voilà, qui est très apprécié, qui est notre best-seller, qui contient lui-même des postbiotiques, un complément alimentaire, donc qui contient des probiotiques, de la cranberry et de l'inulune, spécialement voilà, étudié pour vraiment agir de manière idéale. Sonia qui nous rejoint et qui va se présenter à vous, qui va nous expliquer un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur le microbiote. N'hésitez pas à poser toutes vos questions parce qu'on est là pour ça. Bonjour Sonia. Bonjour Caroline. Oula, alors attends, je vais remonter un petit peu. Euh, Est-ce que merci. tout le monde nous entend bien déjà? Comment? Voilà, vérifier que techniquement tout le monde nous entende bien. Toi, Ouais. c'est bon, super. Parfait. Attends, je remonte un petit peu. Voilà. Hop. Comme ça. Bon, ravi d'être là. Merci. Avec plaisir. Peut-être que je te laisse te présenter un petit peu. Je me suis introduite rapidement, mais c'est vrai Ouais. que je te reçois aussi aujourd'hui parce que tu es très experte des probiotiques, qui est un peu notre sujet du jour. Peut-être que je peux te laisser te représenter ton expérience et après on va rentrer dans le vif du sujet. Ok. Merci Caroline. Donc je m'appelle Sonia Rubino, je suis naturopathe, donc j'exerce en cabinet et à distance et spécialiste de la flore en tous les cas, mon travail de naturopathe très axé sur l'équilibre de notre microbiote intestinal qui est en lien avec plein de choses, on va le voir ensemble. Donc voilà, en Oui, consultation. on parle beaucoup du microbiote aussi chez Millet parce que de toute façon, il y a toujours des impacts. On disait le microbiote et le système hormonal sont un petit peu des systèmes dynamiques, voilà, omniprésents dans énormément de réactions du corps. Nous, c'est des hormones sexuelles jusqu'aux neurotransmetteurs et on sait qu'il y a énormément de liens aussi entre le microbiote et toutes ces réactions-là. On est vraiment sur des systèmes de messagers du corps qui interviennent à beaucoup de niveaux. Donc, dans tous les cas, on ne peut pas regarder l'un sans l'autre. Donc, on va te laisser nous expliquer tout ça. Ouais. Bah oui, alors il y a vraiment la communauté scientifique s'est beaucoup intéressée à cette flore parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait c'était un endroit dans lequel il se passait énormément de choses. Alors tu l'as parlé, tu viens de le dire, les neurotransmetteurs. Donc pour préciser, les neurotransmetteurs, c'est des petits messagers chimiques qu'on fabrique naturellement dans notre corps. Voilà, il y a la dopamine, la sérotonine, les endorphines, etc. Et ces messagers chimiques donnent des informations à notre mental. Donc déjà, il y a un lien très fort avec notre système nerveux, du microbiote intestinal, qui est un gros centre nerveux, dans lequel il y a 200 000 neurones quand même. Dans cette flore intestinale, là, qui est très très riche, il y a beaucoup de neurones donc, qui communiquent en fait avec ce système nerveux central, auquel on pense tous quand on pense mental, moral, et il y a le système nerveux qu'on appelle entérique aussi, qui est le système nerveux de nos intestins, qui sont reliés par un nerf, le nerf vague, dans lequel il y a toutes ces molécules chimiques qui transitent. Donc les scientifiques se sont rendus compte qu'en fait, je schématise, quand ça va pas bien là, ça va pas bien là, et quand ça va pas bien là, ça va pas bien là. Ah, et Donc en fait, c'est un cercle. des Voilà. études dingues sur la dépression, en fait, et le lien entre le microbiote intestinal et la dépression, en disant que c'est pas possible d'avoir un microbiote très dégradé et de ne pas être impacté moralement. On a toujours du lien, on a du mal aussi, comme les hormones, à faire ce lien entre je vais pas bien dans mon mental et j'ai quelque chose que je peux corriger dans mon alimentation, dans mon système. Effectivement, c'est assez sans appel, les études là, sur le lien entre les dépressions héritées et les microbiotes hérités aussi, Ouais, puisqu'il y a le lien entre microbiote et ça. Donc, absolument. ça agit Il y a à... les enfants. Ouais. Il y a voilà, enfin, un exemple, un retour
scientifique très simple qui va parler à tout le monde. Dans notre muqueuse intestinale, hein, qui fait partie du microbiote intestinal, il y a la fabrication de 75% d'un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. La sérotonine, voilà, quand les antidépresseurs, beaucoup d'antidépresseurs, c'est des recapteurs de sérotonine. Donc pour dire que cette sérotonine, elle agit sur la dépression, elle agit en luttant contre la dépression. Cette sérotonine, on la fabrique en fait à 75% dans nos intestins. Donc, voilà, c'est parlant. Hein. On sait que si on abîme nos intestins, on fabrique plus cette sérotonine. Et cette sérotonine, quand elle est plus fabriquée, ben, on a du mal à être bien, en fait, à équilibrer notre mental, nos humeurs. Quand on en manque de cette sérotonine, on peut avoir des compulsions, on peut avoir des addictions. Voilà ce que révèlent tous ces travaux. Donc, c'est intéressant Et quand même ce lien. d'ailleurs, des travaux, étant donné que la femme a des variations hormonales plus fortes que les hommes, il y a beaucoup de travaux qui pointent le lien entre addiction. Alors, ça peut être aux opioïdes, à des choses alimentaires, etc. Parce qu'il y a beaucoup de liens. Tu disais que les comportements compulsifs, hein, dopamine, sérotonine, eh bien, les femmes sont plus sensibles aux addictions que les hommes aussi, liées à leurs variations hormonales qui entraînent mécaniquement des variations dans les taux de dopamine et sérotonine à travers le cycle plus marqués que chez les hommes où il y a un peu de stabilité. Donc, on est vraiment sensible à ça. Donc, c'est très important parce que moi, je trouve toujours que ça a des impacts sur les compulsions, le mental. C'est très compliqué de schématiser. Ah bah tiens, on peut agir dessus. On a l'impression que ça ne relève que de notre mental et qu'on est en parfait contrôle de ça. Voilà. Il faut se dire que l'alimentation joue un rôle majeur. Peut-être qu'on peut donner quelques mots sur l'alimentation pour favoriser un bon microbiote. Ouais. Pas de gélules microbiotes. Donc, ça vient en aide pour réensemencer. En revanche, il y a des choses au quotidien dont on sait qu'elles impactent fortement le microbiote. Voilà, ouais, elles impactent. Alors, elles impactent justement sur ce taux d'hormones. Hein. Tu as parlé de la dopamine. Tu vois, la dopamine peut être considérablement modifiée et perturbée avec trop de sucre, par exemple. Hein. Le sucre va venir perturber ce taux de dopamine et le faire trop important. Du coup, on va vouloir consommer encore plus de sucre parce que le sucre va beaucoup fabriquer de dopamine, mais trop. On en a besoin de la dopamine, mais trop. C'est toujours une question d'équilibre. Donc le sucre, les sucres, alors Oui, et puis les surtout, mauvais sucres, c'est-à-dire des sucres, voilà, à indice, Mm. ouais, des sucres à indice glycémique élevé, donc tout ce qui est blanc, tout ce qui est raffiné, tout ce qui va être produits transformés, tous les produits industriels où il y a des additifs, hein, tous les produits de grande consommation industrielle, ça va venir abîmer aussi notre microbiote, notre flore intestinale. Quoi d'autre? Bon, évidemment, alors ça c'est l'alimentation, mais il y a le stress évidemment qui vient aussi perturber ça. Les médicaments aussi, hein, alors, je dis pas, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de médicaments, mais il y a des maladies qui nécessitent évidemment des médicaments, mais en prendre systématiquement sans essayer de trouver peut-être des choses pour éviter d'en prendre quand on peut, voilà, ça abîme aussi notre Et les microbiote. antibiotiques, hein, pour ne pas les citer, mais tout le monde, souvent, on rentre dans les probiotiques par les antibiotiques parce qu'on vient de faire une cure et aujourd'hui, les médecins ont quand même assez éduqués à ça et ont tendance à dire que c'est important d'en prendre, mais pas que. Et je pense qu'effectivement, faut vraiment en faire peut-être une crise plus longue pendant et après la cure d'antibiotiques, mais Bien sûr, on en parlait juste avant ce live, c'est ensemble, c'est-à-dire qu'on est dans un monde actuel, c'est pas le même qu'il y a 100 ans, hein, et on est donc hyper sollicité et on n'a pas forcément une alimentation toujours très naturelle, et donc notre microbiote il est mis à mal tout le temps. Je veux dire, maintenant, les probiotiques, là où peut-être il y a quelques années, c'était juste quand, comme tu le dis, quand on prenait des antibiotiques. Maintenant, en fait, régulièrement, il faut le réensemencer. Il faut réensemencer oui, cette flore intestinale. des études ouais, sur le lien entre maladies métaboliques un peu long terme, c'est-à-dire le diabète, le syndrome d'hypothyroïdie qui peut se développer d'Hashimoto, qui sont finalement des maladies un peu auto-immunes d'inflammation interne. Effectivement, se développe beaucoup et les projections sont mauvaises parce que sur les études qu'on a, la qualité du microbiote a tendance à baisser. C'est multifacteur. On est en train de creuser l'impact de la pollution, l'alimentation, bien évidemment, le stress, c'est un perturbateur majeur. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quand même tout intérêt, même si c'est quelque chose d'assez silencieux, puisqu'on dit que c'est des
répercussions sur le mental, sur la digestion. Mhm. On a tout intérêt à réensemencer, voilà, au moins voilà, une Mhm. fois. Tu vas nous dire, toi, ce que tu recommandes dans le cadre des consultations. Je rebondis parce que je viens de voir passer une question dont je vais l'oublier. On vient de nous poser la question, existe-t-il des dommages irréversibles sur le microbiote intestinal et vaginal? Qu'est-ce que tu... Des dommages irréversibles. Euh, Moi, je crois que rien n'est irréversible parce que après, sinon, voilà, Non, il n'y a pas... j'aime pas ce cynisme un petit peu à se dire que bah, c'est comme ça et puis ça changera pas. J'ai eu en consultation quand même des maladies, des personnes qui souffraient de maladies auto-immunes. Je dis pas qu'elle a disparu, mais je dis que elle est endormie. Voilà, on peut endormir certains troubles inflammatoires. Donc, endommager, non, mais non, 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 non. Moi, je pense on peut rétablir, on peut réparer ce microbiote intestinal. Alors, évidemment, hein, ça demande des changements d'habitude, ça demande une supplémentation, en probiotiques, en prébiotiques peut-être, en glutamine, enfin, voilà, il y a des choses à voir Ouais, et je pense que tout peut être, enfin tout, je suis dans une bien, certaine mesure. Je ne peux pas non plus être. bien d'accord. Mais Des choses moi, qu'on pensait irréversibles, hein, des diabètes de type 2, des hypothyroïdies, des personnes qui ont des levothyrox et tout. Il y a pas mal de cas où l'alimentation et l'hygiène, on a réussi à moins faire. Donc, comme tu dis, il y aura toujours une sensibilité exacerbée puisque la pathologie est déclarée comme inflammation, mais on peut vraiment arrêter certains types de médications dans certains cas. Donc, il y a des effets réversibles forts. Il y a un petit passage aussi, le microbiote, c'est quelque chose qui s'hérite énormément de la maman, notamment, surtout par accouchement par voie basse, mais voilà, essentiellement des mamans. Et donc, finalement, quand on voit cette baisse de dégradation du microbiote, qui est très claire aux États-Unis, et donc qui se transmet, peut transmettre notamment des sensibilités à des maladies auto-immunes, de l'obésité et autres, bah, c'est d'autant plus important de corriger ça vite parce que c'est des choses qui s'héritent, qui se transmettent. Donc, si on va sur la dégradation, on sait qu'on peut vraiment voilà, limiter cette dégradation, essayer de l'enrayer en changeant drastiquement son hygiène de vie, oui, notamment. oui. Et c'est important même pour les générations futures. Oui, on peut tout cicatriser, on peut tout. Moi, alors, donc, le lien, comme tu le disais très justement, très fort entre des inflammations chroniques, des maladies auto-immunes, donc qui sont des inflammations plus, comme le diabète, comme la maladie d'Hashimoto, comme la polyarthrite rhumatoïde, etc., etc. Toutes ces maladies qui croissent, malheureusement, ont un lien, effectivement, avec. Ça, c'est pas moi qui le dis, encore une fois, hein, c'est Non, la on parle communauté d'études. Hein. scientifique qui le dit. Explication toute simple, dans notre flore intestinale, il y a aussi 95% de nos défenses immunitaires. Nos défenses immunitaires, c'est celles-là même qui lancent les processus inflammatoires lorsqu'elles sont trop sollicitées. Donc, c'est, voilà, quand il y a trop de sollicitation de nos défenses immunitaires parce que parce que cette flore et ce microbiote intestinal est déséquilibré, ça lance en fait des inflammations chroniques et un système immunitaire qui devient fou et qui se retourne contre nos propres cellules, c'est les maladies auto-immunes. Alors, Et donc, via l'alimentation, parce qu'on a dit ce qu'il fallait éviter, le sucre, l'alcool, les aliments transformés. ouais, Il y a des- c'est pas oui, terminé, fini, c'est-à-dire que voilà, je suis dans le 80-20, bien moi, toujours je dis sûr, je suis bien. 80% du temps, on essaie d'avoir une hygiène de vie, enfin une qualité de vie, des habitudes de vie qui sont favorables à avoir un bon microbiote intestinal, à préserver ses intestins, parce que l'enjeu il est quand même très important en termes d'équilibre à tout point de vue. Donc on a vu mental, mais aussi réponse immunitaire, vitalité, etc., etc. Donc oui, on a tout intérêt, et avec des transgressions, mais que les transgressions, elles ne Oui, représentent que 20%. mais En le fait. 80-20, on va pas faire tout parfait, on va pas s'interdire complètement le sucre, l'alcool. Mm. L'idée, c'est d'adopter un régime de base, comme tu dis, qui intègre des bons ingrédients. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont parlées récemment. Il y a notamment l'alimentation, enfin, il y a beaucoup de choses dont on peut parler qui sont les aliments fermentés, qui peuvent aider aussi au quotidien à vraiment réinventer cette flore Ouais. intestinale. Qu'est-ce que tu conseilles généralement, toi, à personne que tu vois pour Alors, voilà, essayer ça va dépendre d'où elle arrive à la personne, parce que s'il y a des personnes un peu plus éveillées, si je leur parle de légumes lacto-fermentés, ça leur parle, d'autres, ils ne savent pas ce que c'est. En même temps, quand je leur dis, vous savez, la choucroute, c'est du lacto-fermenté, donc tout de suite,
il visualise. Donc voilà, la choucroute, par exemple, industrielle, c'est du lacto-fermenté. Voilà, alors ça, en fait, c'est de l'alimentation vivante. C'est des aliments qui sont riches en prébiotiques et qui vont permettre à notre flore intestinale de se réensemencer naturellement. Donc il y a les légumes lacto-fermentés. En Asie, ils mangent du kimchi, par exemple. C'est du chou rouge lacto-fermenté. C'est super bon, ça on en met. Alors on en voit de plus en plus dans les restos, ça fait twister en plus les plats, c'est très bon. Donc tous ces légumes-là, on les trouve en rayon frais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Alors le kéfir, le kombucha, j'en préconise, mais alors pas régulièrement parce que c'est quand même à base de sucre aussi. Donc c'est voilà, c'est intéressant, mais peut-être pas tout le temps, tout le temps. Il y a le miso. Moi, j'aime beaucoup le miso. Je fais plein de sauces avec du miso. Donc, c'est une pâte qui peut être noire, brune ou blanche. Et on le mélange avec un petit peu d'huile ou un petit peu d'eau pour l'émulsionner. Ça fait des sauces très sympas à mettre sur des plats, sur des légumes. Voilà, donc ça déjà, il y a trois choses intéressantes à consommer pour enrichir naturellement avec ces produits-là. Les yaourts aussi, kéfir, ce genre de choses. Alors, là aussi, je mets, Ouais. parce qu'il y a quand même ce sujet du lait de vache. Bon, alors, donc, qui est quand même inflammatoire, qui est quand même allergène, qui est quand même, bon, le lactose, on a pu, bon, alors là-dessus, sur ce terrain-là, moi, c'est pour ça que voilà, je préfère dire Bien sûr. légumes lactofermentés plutôt que voilà, produits laitiers où voilà, il y a quand même. Je mets un bémol là-dessus. C'est un petit peu comme le kéfir, c'est bon en soi, mais voilà, il y a du Oui, sucre dedans. Donc, modération. bon, ouais. Après, rassurez-vous, parce que là, on va dire les aliments les plus riches en probiotiques notamment, Ouais. mais en fait, les grandes règles d'une alimentation équilibrée, c'est-à-dire je limite les produits laitiers, la viande rouge, je mets des fruits et légumes, je varie, restent des grandes règles qui nourrissent en bon sens le microbiote. Ça veut dire qu'on va pas à chaque fois revoir complètement notre copie, mélanger du cru et du cuit selon les sensibilités intestinales, ça reste des grandes règles bonnes. La variété est bonne pour nourrir la Oui, variété. Et bien puis, sûr, bien sûr. il y a juste une chose aussi que je tiens à préciser, c'est qu'il y a une grande étude qui est parue sur les habitudes alimentaires aujourd'hui et ce qui pouvait manquer dans l'alimentation. Et c'est quand même très important de noter qu'on a beaucoup baissé les fibres dans notre alimentation. Il disait en gros, on a tendance à surconsommer des protéines. Les produits laitiers, ça dépend des gens et ça dépend des formes. Il y en a qui supportent bien ou pas, mais il disait ça, donc un peu trop de protéines, ça on le sait. En plus, on a tout intérêt d'un point de vue écologique et santé à diminuer un peu les protéines et surtout à avoir un vrai manque de consommation de fibres. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça s'appelle des prébiotiques. C'est aussi ce qui va venir nourrir les bonnes bactéries, nourrir un système digestif sain. Où est-ce qu'on peut trouver aussi sain, pardon, des probiotiques, des prébiotiques, pardon, dans notre alimentation? Tous les légumes, tous les fibres, tous les légumes, déjà, c'est pour ça que voilà, une assiette équilibrée, c'est la moitié de l'assiette, c'est des légumes, parce que c'est là où on va trouver les prébiotiques. D'essayer de favoriser tout ce qui est féculent, farineux, semi-complet aussi, ou bien les légumineuses, des choses où il y a des fibres, mais déjà les légumes, quoi, de vraiment intégrer la moitié de notre assiette des légumes. C'est ça qui est vraiment important effectivement pour avoir cet apport de prébiotiques, les prébiotiques étant l'alimentation on va dire des probiotiques en fait. On ne va pas l'un sans l'autre. Mais il y a aussi le gras aussi. Tu as parlé des protéines, des fibres et tout. Le gras est très important. On a fait la guerre au gras, mais non. Pour notre système hormonal, sans gras, il n'y a pas d'hormones. Hein. La membrane de nos cellules, c'est du gras. Donc, si on ne nourrit pas la membrane de nos cellules, il n'y a pas de bons échanges cellulaires, il n'y a pas de bonne nutrition cellulaire. Donc, il faut du gras. Alors, pas les gras des produits transformés, pas les gras hyper chauffés des fritures, mais les huiles bio, pression à froid, riches en oméga 3, parce que c'est des huiles qu'on ne consomme pas beaucoup. On consomme tous de l'huile d'olive, mais c'est bien de la compléter avec d'autres huiles. Ça, c'est vraiment important, le gras. C'est important aussi pour la richesse de notre microbiote intestinal aussi. Le gras, c'est vraiment D'ailleurs, du gras. dans la même étude, parce que je leur dis tout le temps et c'est hyper important, ils pointaient, donc il y avait le manque de fibres, surtout de protéines, et le rapport déséquilibré oméga 6, oméga 3. Donc en fait, on consomme trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Donc les oméga 6, c'est tout ce que je disais, gras transformés, souvent des gras d'origine animale aussi.
sauf pour les poissons gras. Et donc, c'est important de rétablir ce rapport. Et vraiment, il y a des choses toutes simples, de l'huile de colza, des huiles voilà, de graines de lin, de rajouter des choses comme ça dans son alimentation, de chanvre aussi, sont super intéressantes. Et il suffit d'une cuillère soupe d'huile de colza par jour pour atteindre généralement le niveau recommandé en oméga 3. Donc, c'est pas compliqué. Et aussi, on est en train de regarder la santé de la femme de manière différente, parce que j'ai vu une étude super intéressante qui disait que juste, donc c'est l'usine à grains de production des hormones, comme tu le disais très bien. Et apparemment, avoir un petit pic de bon cholestérol juste avant la ménopause, c'est très favorable pour passer une bonne ménopause. Donc, on a aussi arrêté de diaboliser l'alimentation, de diaboliser ce Le fameux. cholestérol. Ouais, où j'essaie de On voir. a besoin de Oui, cholestérol. voilà. J'ai pas bien vu la question, mais je me demandais est-ce que les glucides sont bons pour le microbiote intestinal? Je crois que c'est ça, la question qui est passée. Les glucides, alors, les Mm. glucides, on dit toujours, en naturopathie, on dit souvent, le poison, c'est la dose. C'est-à-dire que beaucoup de glucides, ben, ça va être favorable à de la fermentation intestinale. Donc, c'est pas génial. Mm. Et donc, réduire, en fait, on mange trop de Mm. glucides. On a trop de glucides dans notre alimentation. Donc, il faut réduire cette proportion de glucides et avoir des glucides de qualité. C'est-à-dire les glucides, alors, les glucides, il y a trois familles. Il y a les céréales, donc les céréales, ça va être le riz, ça va être le blé, ça va être l'amarante, le cacha, le sarrasin, ça c'est des céréales. Et puis il y a les légumineuses, donc les pois chiches, les lentilles, les pois cassés, les haricots rouges, etc. Et puis il y a les pommes de terre, les patates douces. Dans ces trois familles, les légumineuses, c'est formidable, les pommes de terre, patates douces, c'est formidable. Et après, alors il y a ces céréales à consommer, donc que ce soit le riz, le blé ou plutôt semi-complet. Voilà, c'est plus riche en fibres en fait quand c'est semi-complet, puis on a préservé l'enveloppe Rome. et le germe de blé, donc là-dedans il y a de magnésium, il y a du zinc, il y a de la B6, donc tout ça qui est très très important aussi pour notre système nerveux, et c'est dans le semi-complet, c'est dans le non raffiné, donc on a préservé ça. Voilà, donc les céréales, oui, non, c'est bon pour notre microbiote intestinal en petite quantité et d'une certaine qualité. Voilà. Ah, il disait, pardon, c'est le régime cétosien. C'est Ouais, cétogène. oui. Cétogène. Les protéines et lipides plutôt. Ouais. Le régime cétogène. C'est intéressant, quand on fait un jeûne, on est en cétose. Hein. Au bout de 3 jours, on est en cétose, c'est-à-dire qu'on vient puiser dans nos réserves voilà, de sucre et de protéines. Mais ça va dépendre de la personne. Ça peut être intéressant, mais sur du long terme, je ne pense pas, parce que le foie, il va être, ça va le fatiguer. Donc, ça peut être intéressant de manière épisodique. Et puis, il faut regarder la personne, il faut voir s'il n'y a pas problématique de foie, des transaminases. Voilà, toujours regarder aussi comment le terrain de la personne. Hein. Il y en a qui Tout à vont. fait. Et je pense que pour les glucides, il y a aussi une grosse différence. Aujourd'hui, on regarde moins la charge glucidique que l'index glycémique, c'est-à-dire la manière, on parlait des semi-complets, la manière dont les glucides vont être assimilés par le corps, la vitesse à laquelle tu parlais des décharges de dopamine. Ça, c'est très lié au pic d'insuline, hein, qui est en lien direct avec le diabète. Donc, effectivement, je parle d'aliments semi-complets, c'est l'index glycémique, c'est-à-dire que ça va favoriser de prendre du sucre et les glucides plutôt en fin de repas, après les légumes, de favoriser un ordre. On en revient toujours à ces grands principes alimentaires, très très importants pour ne pas déstabiliser l'équilibre interne, justement bien nourrir les bactéries. Les bactéries, il faut qu'elles soient variées dans le corps, donc elles ont besoin de variété alimentaire. Il ne faut pas s'enfermer dans un régime, il faut apprendre à reconnaître ses sensibilités, comme tu disais, gluten, lactose, diverses et variées sur les personnes. Mais on reste sur les grandes règles de consommer voilà, à l'alimentation des bons gras, des bonnes fibres, assez peu de protéines et beaucoup de fruits et légumes qui évidemment contiennent beaucoup de choses pour la santé. Mais là aussi, Caroline, je me permets beaucoup de fruits. Ça va dépendre de la personne. Si elle a des pics d'insuline incessants, trop de fruits, je ne dis pas que c'est mauvais, ça reste du fructose aussi. Donc voilà, toujours individualiser aussi un petit peu. Ces pics d'insuline, oui, ils sont mauvais à plein d'égard. Pour l'énergie, pour notre système hormonal, ça provoque des fringales, ça fatigue notre pancréas, notre foie. C'est vrai que ces pics d'insuline, les fibres peuvent aider à
tempériser ces pics d'insuline. Et puis, la bonne qualité de notre flore intestinale participe aussi à réguler ces pics d'insuline. Effectivement, il y a des études qui ont montré le lien avec l'apparition de diabète, hein, donc, qui est un trouble de l'insuline, le lien du diabète et de notre flore intestinale. Et alors, je pense que les personnes visualisaient vite les effets, ça veut dire euh, sur la partie flore intestinale, de dire on sait qu'on peut limiter les ballonnements, favoriser une digestion plus saine, favoriser pas une meilleure forme physique et mentale. Il y a un thème qui est moi aujourd'hui, qui est moins bien connu, c'est les liens entre flore intime et intestinale. Est-ce que toi, tu l'as constaté? Tu peux nous en dire plus? Absolument, oui, oui. Donc, alors, les troubles chroniques voilà, d'une flore intime du type mycose, du type, alors là, de l'arbre urinaire, cystite à répétition, démangeaison, douleur lors des rapports, toutes ces problématiques-là sont de l'ordre de déséquilibre de la flore vaginale en lien avec la flore intestinale. Bon, elles ne sont pas très loin, mais les deux sont intimement, c'est le cas de dire, intimement liés, absolument. Donc des personnes qui font des cystites à répétition, des mycoses à répétition, qui ont un inconfort lors des rapports, une sécheresse vaginale, voire même des problématiques de endométriose, hein, SOPK, voilà, toutes ces problématiques gynécologiques hein, sont en lien avec notre flore intestinale, parce que celle-ci est intimement liée à notre flore vaginale, à toute notre activité urino-gynécologique. Oui, en fait, surtout chez la femme d'ailleurs, enfin, c'est assez logique, mais on a entre enfin, physiologiquement, entre le rectum et le vagin, on a une espèce de biofilm. On sait très bien que les bactéries vont migrer, voilà, au niveau c'est un biofilm où les bactéries vont communiquer en fait entre les intestins et la flore intime. Donc c'est vraiment effectivement très important. Et puis il y a un impact aussi que souvent quand on a pour X raisons, parce que c'est pas que en périménopause, mais on peut avoir un taux d'œstrogène qui va avoir tendance à chuter pour différentes raisons. Ça impacte directement le pH de la flore intime et de la flore intestinale. Et donc, ça peut modifier aussi la composition bactérienne et parfois favoriser la prolifération de mauvaises bactéries. Donc, il faut, comme on dit, c'est un petit peu le terrain, un peu silencieux, mais on voit quand même des effets au niveau voilà, des ballonnements, de la digestion et du confort intime. Il faut penser à entretenir ce bon terrain car ça agit à tous les niveaux, quoi, au niveau peau, humeur, digestion. Donc, des liens qui sont plus souvent faits maintenant avec le ventre, mais moins avec l'intimité. Voilà, nous, ça nous tient à cœur de mettre en avant ce sujet parce que c'est souvent peu connu. Et je tiens à dire aussi qu'au niveau intimité, on a tendance à vouloir trop nettoyer cette zone intime voilà, qui peut être poreuse. Or, c'est exactement comme l'intestin. L'idée, c'est plutôt de ne pas nettoyer l'intestin, heureusement, autant de pathologique. Et l'idée, c'est plutôt d'entretenir via l'alimentation. On a très bien compris pour les intestins, d'ensemencer régulièrement avec les bonnes sources. C'est exactement pareil pour la zone intime qui est censée être auto-nettoyante. On est censé nettoyer que de l'extérieur à l'eau, la vulve, pour éviter les choses trop décapantes. Il vaut mieux mettre, par exemple, des gels intimes voilà, riches en postbiotiques qui vont rester longtemps en contact avec la zone plutôt que d'aller décaper avec des tensioactifs et des gels nettoyants. Parce que ça va être quand même de facto beaucoup plus agressif pour la zone. Donc, vous n'iriez pas nettoyer vos intestins, vous n'allez pas nettoyer trop fort la zone intime. Cette sur-hygiène intime a des conséquences très néfastes en fait, sur l'équilibre du microbiote parce que malgré tout, ça décape. Donc, ça, c'est un message important à passer en ce qui concerne la zone intime. Ouais, ouais, absolument. Ouais, Ouais. est-ce que tu as souvent vu des liens, toi, chez les personnes que tu consultais, entre justement des équilibres intimes et des équilibres du microbiote? Tu l'as constaté ou... Absolument. Qui peuvent venir pour des problématiques donc intimes, hein, donc des cystites à répétition ou des mycoses à répétition.
ou un inconfort, voilà, ou même des vaginoses. Et en fait, dans l'entretien, l'échange, je me rends compte qu'il y a aussi ce qu'on appelle une dysbiose, donc un déséquilibre au niveau intestinal aussi. Hein, donc que ça part de là en fait. Donc la personne ne fait pas forcément le lien, mais il se trouve que voilà, quand on se met à traiter donc avec pré-probiotiques, en changeant les habitudes de vie pour arrêter, parce que c'est bien de traiter, mais en fait, il faut arrêter d'abîmer aussi. Donc la personne, on lui fait modifier des habitudes. On lui fait, Ça commence tout par l'hygiène de vie, on est d'accord. voilà, donc on lui fait modifier certaines habitudes pour qu'elle arrête d'abîmer. On répare, on rééquilibre, on réensemence, enfin, suivant le terrain et la vie de la personne. Et effectivement, les résultats sont au rendez-vous. Donc, oui, absolument. Combien de temps ça prend en général quand on rééquilibre l'hygiène de vie et qu'on va se dire, bon, voilà, on va faire, enfin, non, c'est pas un mois de, normalement c'est ce qu'on fait, hein, de cure de probiotiques, au bout de combien de temps on voit des résultats concrets? Alors, voilà, pourquoi un mois? Parce que les neuroscientifiques se sont rendus Mm. compte que pour changer des habitudes ou prendre des habitudes, ou que notre corps a c'est une moyenne, 21 jours, c'est une moyenne pour que notre corps réussisse à retrouver son équilibre. Mais encore une fois, c'est une moyenne, Caroline. C'est-à-dire Mm. que ça va dépendre d'où part la personne, voilà, on est tous différents. Il y en a qui partent de très loin, il y en a qui sont déjà très éveillés, donc qui ont déjà finalement pas beaucoup de choses à modifier. C'est vraiment très très variable. C'est difficile de se prononcer parce que Oui, la personne est en attente de ça. Combien de temps ça va mettre avant que ça va dépendre de plein de choses, de ce que vous allez faire vous. ça veut dire. Mais c'est vrai qu'on dit un mois, mais moi j'aime bien partir sur 3 mois quand même parce que voilà. C'est ce que j'ai tendance à dire, c'est-à-dire que si c'est que de l'ensemencement, de l'entretien, on peut se dire, bon, bah, j'ai pas de déséquilibre particulier, je peux faire une fois par an ou deux fois par an, un mois. Mais quand on sort, par exemple, moi j'ai remarqué quand on avait par exemple des cystites, ou des candidoses à répétition, ou alors que tout simplement on sort d'une grosse cure d'antibiotiques, on en prend pendant, après, généralement pour remettre vraiment les choses un petit peu à niveau, enfin donner un coup de pouce à l'équilibre interne, c'est ouais, 3 mois, bon, ça dépend de chaque personne, mais c'est vrai que c'est souvent une règle de base. Ouais. Mhm. Mais rien n'est figé. Rien n'est figé et rien n'est très général parce que la personne, elle est unique. Quoi. Donc, Et ça il y a va. des personnes sur lesquelles les probiotiques n'auraient pas d'effet. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, alors quelquefois, parce qu'on a tendance, alors c'est bien qu'on sensibilise les gens à ces probiotiques, en tout cas à cette flore intestinale. Sauf que la perversion, c'est que on prend n'importe quoi. Est-ce qu'on va peut-être pas forcément prendre des bons probiotiques? On a 10 000 milliards de micro-organismes dans cette flore intestinale. Donc autant dire qu'il y en a beaucoup de probiotiques. Et chaque souche a une action spécifique. Voilà, les scientifiques, ils ont là aussi beaucoup travaillé là-dessus. Donc, ils vont prendre. Ah, j'ai pris des probiotiques. Ah oui, mais alors, lesquels? Lesquels? Parce que vous, problématique de reflux gastro-œsophagien, ça va peut-être pas être les mêmes probiotiques que des cystites à répétition. Voilà, Non, il y a beaucoup de mais choses. Donc, ça peut être des probiotiques mal orientés mm, qui n'ont eu aucune efficacité. Ou des probiotiques pris seuls sans changer quoi que ce soit dans son hygiène de vie. Beaucoup d'attentes. Ah, mais bon, voilà, oui, ça, effectivement. Donc j'ai pu en rencontrer, mais fallait voir aussi ouais. quelles étaient les problématiques qu'elle avait prises, si elle avait été bien orientée et qu'est-ce qu'elle avait mis en place dans ses habitudes de vie. Et puis pour les personnes qui ont des syndromes très poussés sur certains aspects, je pense au SIBO, les maladies cœliaques ou ce genre de choses, c'est même recommandé de faire un profil un peu du spectre des bactéries dans l'intestin pour savoir où est-ce qu'il faut réensemencer précisément. Voilà, moi je tiens à préciser aussi que, bah, par exemple, dans le gel intime, on a évidemment mis du lactobacille, enfin la souche la plus présente dans le système vaginal parce que c'était hyper important que voilà, ce soit sur la souche dominante. Et nous, sur notre probiotique intime intestinal, on joue vraiment sur les symptômes plus communs en termes de déséquilibre hormonal. Donc, on va jouer principalement sur les ballonnements, la digestion et puis donc tous les troubles de la flore intime. Mais par exemple, on va pas du tout jouer, enfin, pas en tout cas directement sur la
porosité de la muqueuse intestinale, sur l'intestin irritable, on n'est pas du tout là-dessus. Donc, chaque Mhm. souche a ses effets bien spécifiques, donc il faut prendre le temps d'analyser desquels on parle. Il y a beaucoup d'études qui sont publiées en ligne. Pour le coup, c'est un sujet qui a le mérite d'être particulièrement recommandé et documenté. Donc, il faut vraiment prendre le temps de se faire reconnaître les bonnes et les probiotiques ne sont pas du tout équivalents. On a le choix entre des milliers de souches et des milliards de dosages, donc c'est très important d'aller les choisir et de se faire conseiller, accompagner, choisir les bonnes et bien reconnaître ses symptômes. Parce que voilà, il y a des choses très différentes qui traitent des sujets assez différents. Et quand on a des troubles avancés, on peut faire analyser ça, ce qui peut être très Ouais, intéressant. bien sûr. Est-ce que Ouais. tu as quelque chose à rajouter dessus? Voilà, quelque chose qu'on n'aurait pas dit sur ces liens-là ou des Euh, anecdotes de ton expérience que tu tiens à nous partager? euh, non, des choses à rajouter. Non, je crois qu'on a bien, enfin, Alors, voilà. j'espère qu'on n'a pas laissé passer de questions, mais on répondra. S'il y a des questions à Ouais, ouais, ouais. répondre, Attends, je regarde. on profitera de Non, ouais. l'expertise de Sonia. Ouais. Non, oui, toutes ces deux flores sont vraiment très, très, très importantes dans notre santé locale, mais générale aussi. Donc, c'est vraiment c'est voilà, un milieu, là, un terrain, c'est un terrain voilà, qui est très, très important dans notre équilibre. Il y a un lien avec tous nos autres systèmes. Euh, c'est pour qu'on puisse être en pleine santé et qu'on puisse avoir un confort tant au niveau intime, digestif, nerveux, il est important d'en prendre Et soin. d'ailleurs, Je compare souvent la flore intestinale à la façon dont on s'en occupe à la permaculture, où on traite le terrain en le réensemençant où c'est riche en micro-organismes, et plus c'est riche en micro-organismes et en diversité micro-organique, plus le terrain est fertile et en bonne santé et nous donne tous les produits de la terre. C'est la même chose dans nos intestins. C'est oui, voilà. très important, je pense, de communiquer la variété alimentaire, bien regarder. Et puis, il faut savoir que ça impacte même la peau, hein. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé juste en conclusion, je dirais ça, c'est qu'aujourd'hui, on a une logique où même la peau, on avait tendance à décaper dans les années 80, à vouloir voilà, renouveler. Et aujourd'hui, on se dit, bah, vivons plutôt dans le sens de notre organisme. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de se dire, bah, ces bonnes bactéries, ça fait des millions d'années qu'elles travaillent pour nous, avec nous. On voit leur qualité tellement s'amoindrir. Il y a plein de potentiels facteurs extérieurs, hein, de la pollution, beaucoup de choses. Apprenons à mieux vivre avec elle via l'alimentation, l'hygiène de vie, mieux respecter voilà, même toutes les bactéries sur la peau. Donc je pense que c'est très important d'être dans cette nouvelle dynamique, de mieux comprendre voilà, tout cet petit univers invisible qui fait partie de nous et mieux le respecter. En fait. Il y a un point aussi, Caroline, dont on n'a pas parlé peut-être, qui est aussi une mission de notre flore intestinale, Mm. pas que de notre flore intestinale, c'est la détoxification de Oui. l'organisme. On a ce qu'on appelle des émonctoires dans notre Mm. organisme, on en a 5, nous les femmes on en a 6, on a le foie, celui-là tout le monde le connaît, on a les intestins donc, hein, avec cette flore intestinale, on a les poumons avec la respiration, on a les reins avec les urines, on a la peau, et puis nous les femmes on a l'utérus. Donc ça, c'est des portes de sortie qui nous nettoient. Donc quand les intestins, ils ne sont pas assez riches pour nous bien nettoyer, ils demandent par moment à la peau de s'en occuper. D'où le lien aussi avec la peau qui peut manifester donc des boutons, des dermatites, du psoriasis, de l'urticaire, des troubles de la peau parce que les intestins n'arrivent plus à faire le travail de détoxification, ou le foie aussi, et ils demandent un relais à d'autres émonctoires, d'autres portes de sortie, comme la Mm. peau. Voilà le lien aussi. Quand on rééquilibre cette flore intestinale, elle devient plus puissante, donc elle détoxifie mieux notre organisme. Elle n'a pas besoin de demander à la peau de s'occuper d'évacuer les toxines. Complètement. Voilà. Donc ça, c'est aussi Ouais. c'est important cette mission de détoxification parce que notre organisme il a besoin d'être détoxifié. S'il n'est pas détoxifié, on s'encrasse. Alors là, Oui. ça s'emballe. Et de toute façon, il n'y aura rien sur les intestins parce que c'est un des principaux émonctoires aussi. On le voit, hein, même au niveau des oestrogènes qui passent par le foie. Si après ça stagne et qu'on est constipé, on sait très bien qu'il y aura plus d'oestrogènes circulant. Donc on va refaire travailler le foie, on va mal les éliminer.
Et j'ai adoré que tu mentionnes l'utérus parce que c'est trop peu connu. Oui. Il y a beaucoup de, comment dire, d'idées reçues, notamment sur le côté les règles détoxifiantes. Non, les règles ne sont pas détoxifiantes. On va lutter contre cette idée reçue. En revanche, l'ovulation et le rôle de l'utérus, on est en train de voir, c'est un mécanisme qui prend beaucoup d'énergie à l'organisme et qui ne serait pas du tout anodin dans justement la circulation des toxines et la détoxification de l'organisme. Et c'est l'ovulation avant et pas du tout les règles, contrairement aux idées reçues. Mhm. Donc voilà, c'est hyper important. On pourra vous laisser, on pourra refaire un live sur le sujet si ça vous intéresse et vous mettez des commentaires. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que je pense que voilà, tu as bien éclairé. On a essayé de donner des conseils pratiques. Merci Sonia. Et puis, Avec n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on y répondra. Voilà, on se partage ouais. le post collab, donc on fera attention à vos commentaires. Et puis, bah, portez-vous bien dans cette rentrée et soignez bien tous vos microbiotes. Ouais. Merci Caroline, merci de Merci, ton à invitation. bientôt. À Bye bye. bientôt, au revoir tout le monde.